Est-ce que cette pandémie peut changer notre civilisation? Alors bonjour les amis, on a vécu des semaines très difficiles. Beaucoup de personnes parmi vous sont en confinement. Il y a certaines personnes qui doutent aujourd'hui, qui se posent plein de questions, qui se disent finalement est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'il fallait le faire? Et je me suis dit, ok, ma chaîne c'est beaucoup d'économie, beaucoup de liberté financière, beaucoup de... voilà, je parle d'argent, je parle de bourse, etc. Et je voulais justement ici prendre de la hauteur, parler d'histoire, parler de ce que l'on a vécu dans le passé. Alors, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que cette pandémie peut changer notre civilisation? Alors, je me suis basé pour cette vidéo sur le livre du professeur Snowden, d'ailleurs qui est historien à Yale, qui a publié en 2019, c'est-à-dire juste avant les événements, un livre qu'on peut dire d'actualité. Son bouquin, c'est « Les épidémies dans la société, de la peste noire à nos jours, une enquête sur les maladies infectieuses et leur impact social ». Et je me suis aussi basé sur un article du Wall Street Journal dont je vais mettre le lien dans le descriptif. Alors, selon l'historien de Yale, Frank Snowden, lorsque la peste a frappé Londres en 1665, vous aviez des gens affligés, à l'agonie, dans les espaces publics. Les échanges et le commerce ont rapidement cessé. Toutes les activités économiques ont disparu. La ville a construit des hôpitaux pour isoler les malades. Vous avez la combustion du soufre dans les rues, des feux pour purifier l'air. Quelques 100 000 Londoniens, près d'un quart de la population, c'est-à-dire l'équivalent de 2 millions aujourd'hui, sont morts. On estime que l'Angleterre a perdu la moitié de sa population. Il suffit de consulter les registres du clergé pour voir la proportion de prêtres remplacés. C'est de l'ordre de 40 à 50%. Si on consulte les registres paroissiaux, on voit que certains villages, comme Jarrow, ont vu mourir 80% de leurs habitants. Certains se sont suicidés en se jetant dans la Tamise. Telle était leur horreur face à ce qui arrivait à leur corps, la douleur atroce des ganglions lymphatiques enflammés, qui sont les symptômes classiques de la peste. L'ordre social s'est effondré alors que les autorités fuyaient. Les conducteurs de chariots de la mort faisaient du porte-à-porte, ramassant les cadavres contre rémunération et parfois pillant les biens des survivants. C'était tout simplement l'horreur. Les violentes attaques de la peste contre les villes européennes au Moyen-Âge et à la Renaissance ont créé un bouleversement social que nous ne pouvons pas imaginer. Au milieu du XIVe siècle, l'Italie était l'endroit le plus meurtri d'Europe, avec ce que l'on a appelé la peste noire. Hasard de l'histoire, au XXIe siècle, l'Italie fait partie des pays les plus touchés par la peste noire. Et donc, la science, aujourd'hui, avec tous les progrès de la médecine, les progrès sur un plan sanitaire, etc., on s'est dit, tout ça, c'est derrière nous. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et pourtant, on est en train de revivre quelque chose que nos ancêtres avaient vécu. Décembre 1347, la peste entre à Marseille. En quelques mois, elle contamine tout l'Occident. 1352, le fléau ravage l'Europe depuis 4 ans. On compte au moins 25 millions de morts. Ces 3 événements intimement liés sont des moments clés de l'apparition puis de la propagation de la terrible peste noire. Et la bactérie Yersinia pestis, elle a été transmise par des puces et des rats et c'était justement ce qui avait généré la peste. Mais l'histoire, elle permet de tirer justement des leçons intéressantes pour notre présent et notre avenir. Et pourquoi je me base sur l'histoire? Parce que je vois beaucoup de gens s'exciter, il y a beaucoup de mouvements de foule, il y a beaucoup de comportements moutonniers. Mais il faut vraiment réaliser ce que l'on est en train de vivre. Je vois Trump qui reparle d'ouvrir l'économie. Hier, lors de sa conférence de presse, Donald Trump a dévoilé son plan pour, dit-il, faire redémarrer l'Amérique. Alors que le pays dépassait cette semaine la barre des 30 000 morts. Nous n'allons pas déconfiner le pays en entier d'un coup, mais pas à pas. Maintenant que le pic épidémique est passé, nous pouvons recommencer à vivre.
Nous allons enclencher la renaissance de notre économie d'une manière sûre, structurée et responsable. On va reprendre l'activité, etc. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de morts, beaucoup trop de morts, mais peut-être qu'on en aurait eu beaucoup plus si on n'avait pas appliqué finalement les conseils et l'expérience de nos anciens. Et donc, malgré, et c'est ça ce qui est incroyable, les progrès de la médecine moderne, certains de ces outils rudimentaires qui avaient été utilisés à l'époque, on les utilise aujourd'hui. Par exemple, les mesures de quarantaine, le confinement. Le 20 août 1348, Paris est atteinte. De partout, on emmure les gens infectés. On place les quartiers en quarantaine, on ferme les portes des villes. Rien ne peut arrêter l'hémorragie fulgurante. Aujourd'hui, en train de vivre un confinement mondial. Il y a des milliards de personnes qui sont en confinement. On est en train de vivre la même chose. Et des milliards de personnes sont aujourd'hui isolées dans leur foyer afin de ralentir la propagation du coronavirus. L'isolement comme moyen de défense contre les maladies infectieuses, ça a pris naissance dans les villes-États de Venise et de Florence. Et l'Italie à l'époque était le centre du commerce méditerranéen. Et la peste est arrivée en 1347 avec les navires commerciaux. Depuis le Bosphore, des navires marchands, inconscients du danger, empruntent les routes commerciales et transportent l'infection dans tous les grands ports de la Méditerranée. Anatolie, Balkans, Nez, Égée, puis toute la Grèce sont touchés. Fin septembre 1347, les navires génois empestés arrivent à Messine et contaminent la Sicile. La peste passe de cargaison en cargaison, de navire en navire, de ville en ville. Gênes est ravagée. Puis Pise, Venise et Marseille. L'épidémie devient une pandémie. Ça nous rappelle finalement le coronavirus. C'est-à-dire finalement la même chose, c'est le business, c'est la globalisation. D'ailleurs, ça a touché les villes, les grandes villes qui font du business. New York, Milan, d'accord ? Et bien évidemment la France, l'Espagne, etc. Et donc ce sont des villes où il y a énormément d'échanges humains, où il y a énormément de business, où il y a énormément de vols. Et ce sont les villes les plus touchées par justement cette pandémie. Et donc l'isolement à l'époque, c'était considéré comme la meilleure manière de faire face. Et après les épidémies de peste, la marine vénitienne a décidé de forcer les marins qui arrivaient au port à débarquer sur une île voisine où il restait 40 jours. Et encore une fois, c'est incroyable parce que c'est ce qu'on est en train de faire avec finalement la limitation des voyages, l'interdiction de passer d'un pays à un autre, l'interdiction de quitter son domicile, etc. 67 millions de Français vont être contraints de limiter très fortement leurs déplacements. Le confinement durera 15 jours, renouvelable. À partir de demain midi, les Français ne pourront plus se déplacer, sauf pour faire des courses, pour des raisons médicales ou professionnelles, quand le télétravail n'est pas possible. Tous les rassemblements seront interdits. On est en train d'appliquer certains concepts anciens. Et encore une fois, il est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques. Il y a des personnes qui disent, on aurait pu s'en passer, on a vu qu'à Shanghai, il n'y avait que 6 morts, etc. Mais on n'en sait rien. C'est-à-dire, on voit bien que tous les pays de la planète, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, ont mis en application ces mesures de quarantaine. Donc, cette stratégie, elle a fonctionné lorsqu'elle a été appliquée parce que les puces malades se sont éteintes. Et les malades sont morts ou se sont rétablis. C'est-à-dire qu'on les mettait en quarantaine, on les mettait dans une île déserte ou une île éloignée. On attendait 40 jours. Et s'ils étaient toujours vivants, top, ils pouvaient être intégrés dans la ville. Et si ce n'était pas le cas, ça voulait dire qu'ils étaient morts. Et M. Snowden, donc l'historien, note que les Américains revenant de Wuhan en Chine ont eu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont été détenus sur des bases de l'armée américaine pour une période de quarantaine, mais de 14 jours au lieu de 40 jours. Et nous pouvons voir les racines de nombreux aspects de la santé moderne déjà à la Renaissance. Un autre exemple, c'est le costume de peste en cire
portés par les médecins. Eh bien, ils ressemblent aux vêtements médicaux modernes. On voit, ils sont complètement couverts. Les vêtements de protection que vous voyez à l'hôpital pour les personnes atteintes d'Ebola ou ce genre de combinaison spatiale, mais avec un long bec contenant des herbes résonnantes, on pensait qu'elles purifiaient l'air que vous respiriez. Le costume avait en fait une certaine valeur protectrice, dit Snowden, car la cire repoussait les puces qui transportaient la maladie. Incroyable! Et donc les efforts de lutte contre la peste ont radicalement changé les relations des Européens avec leur gouvernement. L'économie du XIVe siècle, privée de main-d'œuvre, est complètement désorganisée. Les ouvriers, devenus rares, sont chers. Les salaires explosent. Les champs sont vides de paysans. Les récoltes catastrophiques. Les seigneurs, privés de leurs revenus, perdent du pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Macron, récemment, a fait un discours, ou du moins, il a été interviewé par le Financial Times et il a dit qu'il y aura bien sûr un avant, un après coronavirus et que ça va complètement changer la vision économique du monde, etc. Et donc, les Florentins, à l'époque, ont établi les ancêtres de ce que nous appelons aujourd'hui les conseils de santé ou les ministères de la santé. Et ils étaient dotés de pouvoirs juridiques spéciaux et ils ont coordonné les mesures de lutte contre la peste. Il faut savoir que la peste était plus traumatisante qu'un assaut militaire. Et on repense encore aux propos de Bill Gates. Et Bill Gates, il disait, il a fait son TEDx, il est arrivé avec un gros baril, il a dit voilà, ça c'est ce qu'on avait parce qu'on pensait qu'on allait être victime d'une attaque nucléaire. Mais il a dit il y a pire qu'une attaque nucléaire, c'est une pandémie. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Et il avait totalement raison. La peste est plus traumatisante qu'un assaut militaire et la réponse était souvent guerrière. Alors on a reproché à Macron d'utiliser ce vocabulaire. Nous sommes en guerre. Mais il avait raison. On est en guerre contre une maladie et cette maladie, elle peut être bien plus meurtrière qu'une guerre. Et la réponse était donc guerrière par rapport à ce type de maladie. Et donc l'une des réponses à l'époque, ça avait été un cordon sanitaire, c'est-à-dire l'encerclement d'une ville-État par des soldats qui ne laissaient entrer ou sortir personne. Ça nous rappelle encore une fois ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec des amendes, avec des interdictions de sortir, etc. Toutes les entrées des gares filtrées par des policiers. Ce matin, gare de Lyon, impossible de passer sans attestation. Alors que les vacances de Pâques commencent ce soir dans la zone C, les autorités multiplient ces contrôles. Objectif, éviter les départs non justifiés et verbaliser tous ceux qui ne respecteraient pas le confinement. Au XVIIIe siècle, l'armée autrichienne a été déployée pour empêcher la peste bubonique de remonter la péninsule des Balkans et d'atteindre l'Europe occidentale en arrêtant les voyageurs qui pourraient la transporter. Et donc la peste exigeait un engagement militaire, une administration, des finances et tout le reste, en plus d'une marine pour appliquer les quarantaines. Il fallait avoir un pouvoir de police, un monopole de la force sur une large zone. Parfois, les gardiens étaient postés devant les maisons des personnes atteintes de la peste et personne n'était autorisé à entrer ou à sortir. Pourtant, alors que la peste a vu le pouvoir passer des villages et des villes-États aux capitales nationales, le coronavirus encourage aujourd'hui une dévolution de l'autorité des unités supranationales à l'État-nation. C'est-à-dire qu'on est passé finalement de... Voilà, on est revenu à l'État-nation. Et c'est particulièrement évident dans l'Union européenne avec des États membres qui définissent leurs propres réponses. Les frontières qui sont ouvertes au sein de l'Union européenne ont été fermées. Fermeture des frontières internes et externes à l'Union européenne, même restriction pour l'espace Schengen au moins pendant 30 jours. La pandémie de coronavirus pousse les États à confiner leur population. Certains pays ont restreint l'exportation de fournitures médicales. Bien sûr, le virus a accru les tensions entre les États-Unis
et la Chine. Parce que Pékin tente de protéger son image. Entre les deux géants, entre les États-Unis et la Chine, le torchon brûle. Plusieurs médias américains soupçonnent maintenant les Chinois d'avoir accidentellement laissé échapper le coronavirus d'un laboratoire de virologie de Wuhan. L'OMS a volontairement pris les garanties de la Chine au pied de la lettre. Elle les a prises au pied de la lettre et a défendu les actions du gouvernement chinois en saluant même la Chine pour sa soi-disant transparence. Je n'y crois pas. Le coronavirus menace les nerfs économiques et politiques de la mondialisation. Et le coronavirus, c'est une maladie de la mondialisation. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué précédemment, le virus a frappé beaucoup plus durement les villes qui sont densément peuplées et reliées entre elles par des voyages aériens rapides, par des mouvements de touristes, des réfugiés, d'hommes d'affaires de toutes sortes, par toutes sortes de réseaux imbriqués. Ce sont les villes les plus touchées par la maladie. Et donc la dynamique sociale d'une pandémie, elle est en partie déterminée par les personnes les plus touchées. Et donc pour Snowden, et vous voyez encore une fois que c'est passionnant de se replonger dans l'histoire, les virus respiratoires ont tendance à ne pas faire de distinction sociale. On est bien d'accord. Vous aviez des stars qui sont mortes de ce virus et des pauvres, même si, et on le voit aux États-Unis, c'est une maladie qui a touché beaucoup plus les classes défavorisées, les Afro-Américains, que les personnes aisées. On le sait, les États-Unis sont désormais la nation du monde la plus durement touchée par le virus. Mais au sein de la population américaine, il est un groupe social qui statistiquement est beaucoup plus impacté que les autres, les Afro-Américains. Les chiffres sont choquants. À Milwaukee, dans le Wisconsin, près des 3/4 des personnes décédées sont noires, alors qu'elles ne représentent qu'un quart de la population. Dans l'Illinois, 42% de ceux qui ont perdu la vie sont afro-américains, mais ne représentent que 14% de la population. Même scénario en Louisiane, où la communauté noire représente 70% des décès, mais est une minorité. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont les personnes qui sont en première ligne, qui font les petits métiers, où il y a un contact humain. Ce sont les personnes qui ont la plus mauvaise hygiène sur un plan nourriture, alimentation, sportive, etc. Et donc ce sont les personnes les plus fragiles par rapport à cette maladie du coronavirus. Mais encore une fois, c'est vrai qu'un virus peut toucher n'importe qui, peut toucher tout le monde. Donc il n'y a pas de distinction sociale entre les personnes qu'ils infectent. Mais en raison de ses origines, dans les vecteurs de la mondialisation, le coronavirus semble avoir touché l'élite de manière très visible. Par exemple, vous avez tous entendu parler de Tom Hanks qui a été touché par le coronavirus, ou Boris Johnson, le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Donc ce sont des personnes qui voyagent fréquemment, qui sont en contact avec des voyageurs et qui ont été parmi les premiers à être infectés. Et donc on voit bien que c'est une maladie qui a touché d'abord l'élite, les riches. Et on fait la comparaison avec le choléra qui a touché d'abord des classes défavorisées. Et donc aux États-Unis, il y a eu une réponse. Le Parti démocrate, qui est plus bobo, comme le Parti socialiste par exemple en France, centré sur les villes mondialisées, il a exigé une réponse immédiate, intensive. Et on peut le comprendre parce que ça touche ses électeurs. Par contre, les électeurs de Trump, les électeurs républicains, plus rural, plus éloignés des grandes villes, etc., mondialisées, eh bien, ils ont beaucoup moins compris ces mesures draconiennes. Parce qu'ils ont dit pourquoi nous, on n'est pas concernés par ça, pourquoi nous aussi on est impliqués. Et ça permet de comprendre la réaction de Trump qui a mis beaucoup de temps à mettre en place le confinement. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il est hyper réticent. Parce que c'est encore une fois une maladie qui a touché essentiellement les grandes villes mondialisées, San Francisco, New York, Paris, Milan, etc. Et donc ces maladies peuvent influencer l'architecture. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de la France, Napoléon III a reconstruit Paris au milieu du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que l'un de ses objectifs, c'était de se protéger contre le choléra. Et il a donc voulu faire de grands boulevards larges où la lumière pouvait disperser les miasmes. Et le choléra
a également entraîné une extension du pouvoir de réglementation sur la construction des maisons, la manière dont elles devaient être construites, les normes de propreté. Vous imaginez? C'est-à-dire que ces maladies ont influencé finalement beaucoup de normes qu'on a mis en place aujourd'hui. Et donc si les virus respiratoires deviennent une caractéristique plus persistante, plus durable de la vie dans les pays riches, des changements dans les transports publics, le zonage pourrait également être mis en œuvre sur la base de notre compréhension de la science. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe avec ce coronavirus, c'est que la science est dépassée. Bien sûr, les laboratoires pharmaceutiques sont à fond, tout le monde est à fond, la recherche publique, les États, etc. Mais on n'a pas encore trouvé de solution. D'accord ? On parle de la chloroquine, etc. L'emballement pour la chloroquine en France a un visage, le professeur Didier Raoult. Les résultats diffusés de ses premiers essais cliniques sur 24 patients ont été jugés prometteurs par ses équipes, mais la personnalité peu académique du professeur et ses conclusions divisent la communauté scientifique. Je ne suis pas un outsider, je suis celui qui est le plus en avance. La vraie question est, comment ce pays est arrivé dans un tel état que l'on préfère écouter les gens qui ne savent pas plutôt que ceux qui savent? Et certains soulignent le danger de croire au remède miracle. On expose les gens à un faux espoir de guérison pour une maladie dont on sait que dans 80% des cas, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément. Il faut quand même rappeler les choses pour ce qu'elles sont. Donc ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Mais il y a énormément de rapports contradictoires par rapport à tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Napoléon, à l'époque, avait bien vu la chose et que cette dimension, elle pourra être aujourd'hui amenée à être développée et à être mise en place dans les années à venir. Donc pour les Européens qui ont survécu à la peste, l'idée que vous pourriez être terrassé à tout moment, sans avertissement, eh bien, ça a incité les gens à se concentrer sur cette âme immortelle. Les gens sont redevenus à l'époque plus spirituels. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils pouvaient être terrassés du jour au lendemain. Et donc, on a vu des peintures qui comportaient souvent un symbole comme un sablier avec le sable qui s'écoule, une fleur qui se fane. C'est-à-dire que le temps passe vite et on peut mourir rapidement. Le coronavirus, aujourd'hui, bien sûr, il est beaucoup moins mortel que la peste. Mais il fait voler en éclats les hypothèses sur la résilience du monde moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, on a vécu une période de croissance inégalée. Alors bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu des morts, etc. Mais sur un plan économique, purement économique, on a eu la plus forte croissance de tous les temps. On n'a jamais eu une croissance économique aussi forte. Et donc, avec la science, avec le développement, avec l'enrichissement, avec la diminution de la pauvreté, eh bien on s'est dit que ces maladies infectieuses faisaient partie du passé. Et donc les maladies chroniques et héréditaires subsisteraient, diabète, cancer et compagnie, mais les infections, les contagions, les pandémies n'existeraient plus grâce à la science. Et depuis les années 90, on voit à nouveau l'émergence de ce type de maladie. La grippe aviaire de 97. Un éleveur de canards découvre plusieurs animaux morts dans son exploitation. Les analyses tombent. La grippe aviaire est de retour en France. Tous les élevages alentours subissent le même sort. Plus de 300 communes sont placées sous haute surveillance. Derrière ces images d'abattage massif, peu de Français savent que si ce virus contamine un être humain, il le tue, dans la moitié des cas. Et beaucoup d'experts ont reconnu qu'il y aura beaucoup plus de maladies épidémiques, en particulier ce que l'on appelle les infections respiratoires qui passent des animaux aux humains. Néanmoins, le nouveau coronavirus a pris le monde par surprise. Il est encore trop tôt pour dire quelle empreinte politique, économique cette pandémie laissera. On sait que ça a dévasté l'économie, qu'on n'en est qu'au début, que ça peut s'aggraver, que cette maladie aurait pu être pire, c'est-à-dire que finalement c'est moins meurtrier que certaines autres maladies qu'on a eues dans le passé. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Et grâce aujourd'hui à un mélange d'intuition, de chance, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de noter que les Européens de la Renaissance avaient tenu à distance un horrible fléau
dont ils ne comprenaient pas la provenance ni les mécanismes. Aujourd'hui, la science est capable de beaucoup plus, mais les voyages, la modernité, la globalisation fait que nos sociétés modernes sont beaucoup plus vulnérables et donc ça nous pousse justement à repenser notre modèle économique, sanitaire et même notre mode de vie. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!